Bonsoir, bienvenue dans Audition Publique, c'est notre rendez-vous du lundi en direct sur LCP Public Sénat et Le Figaro. Une heure de débat et de confrontation avec notre invité ce soir, Fabien Roussel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste français. Le 49.3 a donc été déclenché par le Premier ministre samedi. Les oppositions, dont le Parti communiste qui avait déposé des dizaines de milliers d'amendements, se voient couper l'herbe sous le pied, mais vous répliquez avec une motion de censure. On va y revenir tout à l'heure. On va également parler des menaces que fait peser l'épidémie de coronavirus, notamment. Et puis dans quelques instants, mes consoeurs des chaînes parlementaires nous rejoindront pour vous poser des questions, ainsi qu'une députée de La République En Marche et un sénateur apparenté Les Républicains, là aussi, pour débattre avec vous. Et puis Yves Tréhard du Figaro qui viendra vous poser ses questions à la fin de cette émission, plus celles que les téléspectateurs peuvent nous faire parvenir avec le hashtag Audition Publique ou sur lefigaro.fr. Première question, demain, des manifestations partout en France. C'est l'appel de la CGT et différents syndicats pour protester contre le déclenchement du 49.3 par le gouvernement qui stoppe tous les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Vous serez dans la rue, vous soutenez ce mouvement, j'imagine ? Je serai à l'Assemblée nationale et dans la rue avec eux, comme je l'ai fait d'ailleurs depuis plus de 2 mois et demi. Oui. Ces mobilisations, ce sera un test pour voir si ça repart ou pas ? Bon, je ne sais pas si c'est un test, si on peut le voir comme ça. Je le sens plutôt comme une réaction d'émotion et de colère de la part de ceux qui suivaient quand même les débats à l'Assemblée nationale. Depuis des mois, nous demandons le retrait de ce texte. Le gouvernement n'entend rien. Il passe en force, le dépose à l'Assemblée nationale malgré tout. Nous demandons un référendum par une motion référendaire. On s'en moque. Le débat aura lieu quand même. Et puis là, les amendements défile et ça défile. Le débat avait lieu. Nous essayons, nous, par nos amendements, de faire éclater la vérité, de savoir quel est l'âge d'équilibre, à partir de quel âge il y a une décote ou pas, etc. etc. Est-ce que vous espérez une forte mobilisation pour vous soutenir, finalement, pour soutenir votre travail d'opposant à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous espérez que la rue se mobilise beaucoup? Ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, la République sorte abîmée de cet épisode. Sincèrement. Jamais on n'a vu un gouvernement utiliser le 49.3 dans une telle situation. Ça a déjà été utilisé le 49.3, mais quand un gouvernement était en difficulté parce que sa majorité était divisée, on a déjà utilisé, pas nous, mais des gouvernements, le 49.3 quand il fallait aller vite, parce qu'il y avait une urgence. Par exemple, là, une urgence sanitaire peut justifier le 49.3 sur des mesures d'urgence pour l'hôpital public, ça pourrait se justifier. Mais là, utiliser le 49.3 pour, avec brutalité, faire passer en force un texte de loi et aller vite, nous n'avons jamais vu ça. Je reviens rapidement à ma question. Vous espérez une forte mobilisation pour que ça relaie, j'allais dire, votre opposition sur les bancs d'Assemblée nationale? Oui, il faut la mobilisation la plus forte des salariés, du monde du travail. Ce que je souhaite le plus ardemment, c'est que l'on sorte de cette situation par le haut. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé, nous proposons encore, je le redis ce soir, que le gouvernement fasse le choix d'un référendum, que l'on prenne le temps de l'organiser en l'espace d'1 mois, de 2 mois, avec oui ou non à cette réforme des retraites par point, que le peuple ait le dernier mot. Bien. Et que l'on passe à autre chose. Mais là, que l'on sorte de cette crise démocratique qui va véritablement abîmer nos institutions, notre République. On va passer au premier moment de cette émission en accueillant mes consoeurs des chaînes parlementaires. Sénat, bonsoir Tram. Bonsoir. Et Brigitte Boucher de LCP, l'Assemblée nationale. Bonsoir Brigitte. Et c'est à vous de commencer, Brigitte, parce qu'on va évidemment aller sur là où les motions de censure, devrions-nous dire. Oui, je précise juste une chose, c'est que le 49.3 a été utilisé en cas d'obstruction sous Édouard Balladur et sous Jean-Pierre Raffarin. Donc c'est pas forcément quand on n'a pas de majorité ou une majorité instable. Ma question portait sur, vous allez défendre demain une motion de censure dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Quel sera exactement le contenu de ce texte ? C'est un texte qui demande tout simplement à respecter les droits du Parlement et le débat démocratique qui s'instaurait au sein de l'hémicycle. Il y avait 41 000 amendements au départ. Quand le débat a été interrompu brutalement par le Premier ministre à l'issue d'un Conseil des ministres qui était consacré au coronavirus, excusez-moi du peu quand même, nous en étions à 29 500 amendements. Donc on avait avancé. Donc quand même. La méthode que il y avait plus de 11 000 amendements qui avaient été discutés, il en restait 29 000, nous aurions pu continuer à défendre. Écrit dans votre texte ? Ce que nous dénonçons, c'est la forme et le fond.
La forme, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le 49.3 sur un texte aussi important, fondamental, qui engage notre pays Donc ça, ce pour sera les dans le 50 texte de la motion prochaines de années. censure demain. Oui, et sur le fond, parce que nous continuons de dire qu'une majorité de nos concitoyens rejettent cette réforme et que le gouvernement, la majorité, aurait la sagesse ou de le retirer, ou d'organiser le référendum, comme je l'ai dit. D'un compromis entre les socialistes, les insoumis et vous, ce texte, finalement. Est-ce que vous avez dû faire des concessions pour rallier les socialistes? Non, parce que... Est-ce qu'il y a, par exemple, le départ à la retraite à 60 ans? Si nous sommes Est-ce qu'il y a, par exemple, le départ à la retraite à 60 ans? Non, parce qu'on n'est pas là-dessus. Ce n'est pas l'objet de la motion de censure. Nous, communistes, nous avons déposé des amendements pour demander le rétablissement de la retraite à 60 ans et des amendements pour montrer comment il était possible de financer cette réforme des retraites. Là, il y a des accords avec les socialistes. Oui, là-dessus, nous n'avons pas les mêmes propositions. Donc, ce n'est pas dans la motion de censure? Non, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas l'objet de la motion de censure. Ce n'est pas de présenter le programme du Parti communiste français. Bah non, puisque c'est vous de travaillez montrer avec les socialistes sur ce coup-là. Et avec les insoumis. Oui. Il n'y a pas eu de mal à nous trois à écrire le sens de cette motion de censure dont nous parlons depuis plusieurs semaines. Donc il n'y a pas eu de difficulté là-dessus. Nous sommes d'accord ensemble, socialistes, insoumis et communistes, pour dénoncer la méthode brutale du gouvernement. Ensuite, nous, communistes, nous demandons la tenue d'un référendum et nous avons des propositions. Mais ça, c'est pas dans la motion de censure. Mais ce n'est pas dans la motion de censure. Oui, Fabien Roussel, pourquoi une motion de censure alors que vous savez bien qu'elle est, quoi qu'il arrive, vouée à l'échec? Parce que vous êtes minoritaire à l'Assemblée nationale. Bon, alors on fait quoi? Je peux partir maintenant, on peut quitter l'Assemblée nationale, enfin je veux dire, on peut arrêter de... À quoi ça sert? Ça sert quoi? C'est pour le symbole? Non, il faut que l'on accepte dans ce pays qu'il y a quand même une opposition, quand même, elle existe, à l'Assemblée nationale. Dans le pays, elle est forte, elle est même majoritaire dans le pays. À l'Assemblée nationale, elle est minoritaire. On porte la voix de la majorité des Français, des travailleurs, des salariés, qui sont contre cette réforme. Ils sont majoritaires dans le pays. Et nous sommes une poignée de députés à porter leur voix. Je vais vous faire un rappel. 2005, le traité constitutionnel européen. Vous vous souvenez de ce traité? Les Français ont voté majoritairement contre. Oui. Et dans l'hémicycle, seuls les députés communistes ont voté contre. 92% des députés ont voté pour, et pourtant... ils étaient minoritaires dans le pays. Eh bien, cette histoire-là, il faut l'avoir en tête. Aujourd'hui, nous sommes fiers de représenter la majorité des Français et nous demandons le retrait de cette réforme. Nous sommes peut-être minoritaires dans l'hémicycle, mais nous irons jusqu'au bout pour faire entendre notre voix. Justement, du côté de l'opposition, votre collègue François Ruffin pour la France Insoumise, lui, il demande la dissolution de l'Assemblée nationale, il demande à aller beaucoup plus loin. Est-ce que vous le suivez? Il demande la dissolution, ça ne tombe pas du ciel. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Il faut que ce soit le Premier ministre qui dise « Tiens, j'ai entendu François, il a raison, je vais dissoudre l'Assemblée. » Vous demandez la même chose? La motion de censure, c'est l'occasion pour une majorité de députés, que nous allons appeler, de voter contre ce gouvernement. Mais attendez, juste une petite chose, Fabien Roussel. Sur la dissolution, vous estimez que la démarche de François Ruffin est vaine, donc? Vous ne le suivez pas? Oui, il peut appeler la dissolution, ça ne marchera pas. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Donc la motion de censure non plus, ça ne marchera pas. Malheureusement. Jacques Chirac, en son temps, l'a mise en œuvre, la dissolution. Le président de la République pourrait considérer que nous sommes dans une crise importante de notre pays, et je le pense, je viens de le dire, et il pourrait décider, on arrête les frais. Alors, nous disons, faites un référendum sur la réforme des retraites. Il pourrait décider de dissoudre. Je n'y crois pas une seconde. J'espère malgré tout demain convaincre quelques députés de la majorité à voter notre motion de censure, car des députés de la majorité ne sont pas contents de ce qui vient de se passer et de la manière dont vous croyez vraiment ça? C'est sérieux pour vous? Que des marcheurs vont voter avec des communistes? Je vous dis, j'espère, mais je suis un éternel optimiste, mais j'y crois pas, je croirais jamais. Toujours à propos de la motion il faut de censure. réussir. Vous savez que quand même des députés de la majorité ne sont pas contents de cette pratique du 49.3. Certes, mais de là à voter avec vous, c'est pas certain. Écoutez, est-ce que du coup, je vous pose la question, est-ce que vous allez voter la motion de la droite? Je ne partage pas le contenu de cette motion. Oui, parce que c'est la retraite à 65 ans. Parce qu'eux, ils poussent loin le bouchon. La droite, ils n'ont jamais défendu les travailleurs, ça se saurait. Donc, ils sont plutôt du côté du patronat. Et ils sont pour faire travailler les salariés, y compris ceux qui ont des travaux pénibles, beaucoup plus longtemps. Donc, je ne partage pas le contenu de leur motion. Mais sur la forme, comme nous, ils dénoncent l'usage du 49.3. Et pour que nous soyons forts dans cet hémicycle, nous avons plutôt intérêt à nous additionner. Donc, a priori... Sauf si dans leurs propos, il y a vraiment des choses insupportables, je serais enclin à voter leur motion de censure. Et vous attendez la réciproque?
J'espère ils ont pas aussi l'air les très d'accord. convaincre. J'espérais la réciproque. Mais pourquoi pas? Et on a intérêt, une motion de censure, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, que si une majorité de députés la vote, ça fait tomber le gouvernement. Donc c'est important. Donc l'objectif, c'est de nous additionner dans notre La diversité. majorité absolue à 289. De respecter donc les différences que nous avons les uns et les Brigitte. autres. Nous ne sommes pas Alors, dans les mêmes partis, mais en nous, revanche, nous sommes tous en désaccord Il y en a avec une le qui choix est du prête 49.3. à voter toutes les motions, c'est Marine Le Pen. Elle l'a dit. Du coup, est-ce que vous, ça vous gêne qu'elle vote votre motion ou pas tellement Je ne ferai pas de commentaire sur celle qui est complètement absent des débats. Elle et ses députés, absents, ils n'ont pas été sur la réforme des retraites. Ce n'est pas leur sujet. Eux, à part l'immigration massive et la fermeture des frontières, je ne sais pas de quoi d'autre ils parlent. Donc, je sais pas qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais qu'elle ne vienne pas entacher le combat que nous menons par sa présence ou son vote. Alors, Édouard Philippe propose aux partenaires sociaux de continuer à enrichir le texte. Est-ce que vous faites confiance à cette démarche et aux partenaires sociaux ? Oui, alors c'est ce même gouvernement qui fait cette offre aujourd'hui, c'est ce même gouvernement qui dit que depuis 2 ans et demi, ils ont discuté avec les partenaires sociaux et donc le débat a assez duré. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils disent... Force ouvrière a annoncé aujourd'hui qu'elle se retirait de la conférence de financement. Ben oui, mais enfin tout ça c'est du grand cinéma quand même. Il n'y a pas eu de négociation avec les syndicats. C'est pas vrai. Et cette conférence de financement, elle se fait avec un cadre figé qui est celui de la règle d'or du financement de cette réforme. Ils n'ont pour levier que l'allongement de la durée du travail ou la baisse du niveau des pensions. Enfin, vous imaginez, les syndicats, ils doivent savoir s'ils se coupent le bras gauche, ils doivent décider s'ils se coupent le bras gauche ou le bras droit. Donc vous ne croyez pas à des améliorations de ce Mais côté-là? bien sûr que non. Enfin, la CFDT s'est enfermée là-dedans. Ils sont piégés aujourd'hui. Alors, et je comprends qu'il faut quitter cette conférence de financement qui... enfin, je ne vois pas ce qu'ils peuvent sortir de là. Alors, le financement et la gouvernance, justement, de cette réforme des retraites, c'est dans le projet de loi organique qui doit être débattu à l'Assemblée nationale à partir C'est le deuxième volet de de la réforme, mercredi, si on veut. le deuxième volet. On sait que le 49.3 ne peut pas être utilisé une seconde fois. Il y a près de 2000 amendements qui ont été déposés. Est-ce que vous allez mener la même bataille, déposer beaucoup de sous-amendements sur ce texte? Nous allons mener une bataille parlementaire. On va continuer ce que nous n'avons pas pu faire sur la loi ordinaire. Nous allons le faire sur la loi organique, c'est-à-dire que nous allons continuer de poser des questions sur l'âge d'équilibre, la pénibilité, à quel âge une aide-soignante qui travaille dans un hôpital public et qui aujourd'hui a le droit de partir à 57 ans, parce qu'elle fait partie des catégories actives, à quel âge pourra-t-elle partir sans décote avec ce régime par points? Cette question... C'est pas le même projet de loi. Oui, mais, je m'en moque. Oui, Est-ce que les Français peuvent savoir? Non, mais texte. un amendement, ça sert à ça. Quand on nous dit qu'on a fait de l'obstruction avec des amendements point virgule, nous avons posé ces questions-là. Est-ce que vous comprenez qu'ils n'ont jamais répondu à ça? J'ai posé 20 fois cette question. À quel âge les aides-soignantes vont pouvoir partir en retraite sans décote? Vous ne pensez pas que c'est important quand même? Les égoutiers, les bûcherons, les couvreurs, ceux qui travaillent dans le bâtiment. C'est pas l'objet du projet de loi organique qui sera débattu. Oui, mais c'est le projet de cette réforme des retraites. Est-ce qu'on a le droit de savoir à quelle sauce on va être mangé? C'est ça l'objet des amendements que nous avons déposés. Après, vous savez que le texte va venir au Sénat aussi, il y a donc chacun le Sénat. Sa chambre. Est-ce que vous souhaitez que les sénateurs communistes fassent tout pour ralentir eux aussi l'examen du texte, qu'ils optent pour le même type de stratégie? Quelle stratégie? Bien sûr, mais pas que les communistes, parce que vous avez quand même noté que les républicains au sein de l'Assemblée nationale ont eux aussi ferraillé, et longuement, pendant des fois toute une nuit entière, à défendre les avocats, par exemple. Nous aussi, nous les avons défendus. Mais alors, les LR, ils y sont allés. Ils ont pilonné le gouvernement. Ils ont pilonné aussi sur le financement, en disant que ce n'était pas financé. Ils ont eux aussi pilonné sur le manque de financement de cette réforme. Et au Sénat, M. Larcher a déjà dit qu'il repoussait l'étude de ce texte. Non, qu'il souhaitait. Il a écrit dans une lettre, encore une nouvelle fois, il a justement, demandé au Premier repousser ministre. l'étude de ce texte tant que la conférence de financement n'avait pas rendu ses conclusions. Tant mieux. Vous êtes d'accord avec ça? Vous le soutenez Mais là-dedans? bien sûr. Mais vous venez de dire que la conférence de financement, elle ne servait à rien. Oui, mais eux, je les comprends dans leur démarche. De la même manière, le gouvernement, il doit dire dans ce texte à trous, il y a tellement de trous qu'il n'y a plus de matière d'ailleurs, il doit quand même dire quel est le financement de cette réforme, que les Français soient éclairés. Ils ont dit que la part des richesses consacrées aux retraites dans notre PIB allait passer de 14% à 12,9%. Ça fait 23 milliards d'euros en moins. Alors, où ils vont trouver cet argent? Est-ce que c'est en faisant travailler les Français plus longtemps? C'est ce que nous disons.
ou alors ils vont faire tourner la planche à billets, j'en sais Fabien rien. Roussel, Donc je soutiens aussi les Républicains qui mettent la pression sur le gouvernement sur la question du financement. On n'a pas les mêmes objectifs, mais c'est une vraie question. J'espère qu'ils seront aussi accusés d'obstruction, comme nous l'avons été. Hein, parce que ce sont les mêmes manœuvres. Il y a les retraites, puis l'autre sujet de préoccupation, c'est l'épidémie de coronavirus. 3 morts en France, et on a dépassé le cap de 100 cas décelés dans notre pays, Brigitte. Oui, le coronavirus qui préoccupe fortement le gouvernement. Est-ce que dans l'opinion, finalement, ça n'a pas remplacé le débat sur les retraites qui passe au second plan ? Je pense que le Premier ministre, lors du Conseil des ministres de samedi dernier, a opportunément profité de cette épidémie qui arrive sur le pays pour brutalement utiliser le 49.3 en disant comme ça va passer au second plan de l'actualité. Je pense sincèrement qu'il l'a fait. Vous diriez quoi, oui, la même chose. Pour vous empêcher aussi de déposer une motion de censure, vous croyez ? Non, pas pour empêcher une motion de censure, mais on voit bien qu'il y a un vrai risque épidémique avec l'angoisse des Français, la peur de nos concitoyens de cette épidémie qui arrive sur le pays, avec des mesures de confinement à prendre, d'interdiction de rassemblement. Vous voyez bien que c'est tentant d'utiliser le 49.3, de faire passer le texte brutalement et puis de dire, et j'attends qu'ils nous interdisent de manifester, parce que ça nous pend au nez en plus. Oui, mais justement, vous avez vous pose une question parce qu'elle a repéré un nouveau tweet. Vous avez fait un tweet, effectivement, vous avez remis en cause l'interdiction de rassemblement de plus de 5000 personnes. Vous avez dit que c'est la porte ouverte à l'interdiction de manifester. Mais ils ont bien dit que c'est 5000 personnes dans un lieu confiné, donc on n'en est pas du tout aux manifestations. Est-ce que vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs ? Vous n'êtes pas trompé quand même ? J'attire l'attention sur cette menace. Et j'ai fait ça en même temps qu'ils ont annoncé que le marathon de Paris était annulé. C'est pas une manifestation confinée. Donc il y a bien des manifestations qui réunissent des personnes du monde entier. Oui, mais il y a des manifestations de plein air qui ont été annulées. Et donc de la même manière, j'espère qu'il n'y aura pas des mesures d'interdiction qui se prendront contre les manifestations. Mais du coup, je redis que le gouvernement saisit opportunément cette crise épidémique pour utiliser le 49.3. C'est lâche de leur part. Il y a véritablement une forme de lâcheté de leur part de ne pas vouloir affronter le débat et de ne pas écouter le mouvement social. Emmanuel Macron qui annule tous ses déplacements prévus, y compris le dîner du CRIF, pour vous, c'est plutôt rassurant ou c'est inquiétant ? Je ne sais pas ce qu'il avait prévu lors de ses déplacements, ni combien de personnes il était prévu au dîner du CRIF. En tout état de cause, il y a des mesures à prendre face à cette épidémie. Il y a les scientifiques qui font des préconisations, parfois même rassurantes, en disant « bon, c'est pas si grave que ça ». Je pense que la responsabilité des politiques, c'est d'aller plus loin que les scientifiques. Je vous donne un avis personnel. Oui. Bon, je ne suis pas dans la majorité, je ne suis pas en situation de prendre des décisions. Mais personnellement, moi je dis qu'en tant que responsable politique, on doit répondre à l'angoisse des gens et on doit prendre des mesures de précaution. Et si chacun d'entre nous, nous avons des proches fragiles au niveau de la santé, ou si nous avons peur d'être touchés par cette épidémie, je pense que l'on attendrait d'une autorité politique qu'ils prennent des mesures de prévention justement, et de les municipales approchent. Et donc je pense qu'il faut aller plus loin que ce que préconisent les scientifiques. Aller plus loin, ça veut dire pour vous reporter les municipales ? Écoutez, on verra où ça en sera dans 15 jours, mais le vote... avant 15 jours, c'est dans 13 jours le premier tour. 13 jours, ça va aller vite. J'imagine comment ça se déroule dans les bureaux de vote de ma commune à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord. Dans les bureaux de vote, il y a du monde, mais pas tant que ça. Il y a combien dans un bureau de vote au grand max? En même temps, il va y avoir 30, 40 personnes. Donc il n'y a pas dans matière à annuler les municipales. Si il y a le gel pour se laver les mains. On signe avec le même stylo. Juste la question, c'est est-ce qu'il y a matière à annuler les municipales ou pas? Aujourd'hui, je dis non. Comme le dit le gouvernement. Aujourd'hui, je dis non, comme le dit le gouvernement. J'étais à Matignon et nous en avons parlé lors de la rencontre à Matignon, et ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors en plus, je ne comprendrais pas que l'on imagine ça, et qu'en même temps, les temples de la consommation, les grandes surfaces, tous ces lieux où se concentrent des milliers de personnes confinées, pour le coup, cela continue de fonctionner. Alors, je m'interroge même s'il n'y a pas... si
on ne dirait pas, pour ne pas abîmer l'économie, on va laisser l'épidémie peut-être se développer, mais surtout, il ne faudrait pas abîmer l'économie nationale. Une question de Tam. Je pense que là-dessus, il faudrait prendre le risque vous soulignez des peut-être de incohérences pénaliser l'économie vous jugez qu'il y a des grandes pour endiguer l'épidémie. Écoutez la question. Vous jugez qu'il y a des grandes incohérences aujourd'hui dans les mesures qui sont prises par le gouvernement. Il y a les transports publics qui continuent et puis d'un autre côté, on a interdit les rassemblements avec 5000 personnes, Disneyland qui reste ouvert. Voilà. C'est parce que je le vis à travers ma commune, à Saint-Amand, où il y a des personnels qui sont rentrés de vacances ce week-end. Nous, on a repris l'école aujourd'hui. Eh bien, ils rentrent de Vénitie ou de Lombardie. Il y a 4 jours, on leur a dit dès que vous rentrez, vous restez chez vous, vous ne reprenez pas le travail, vous ne mettez pas les enfants à l'école parce que vous venez d'une zone à risque. Et puis, hier soir, on nous dit non, c'est bon, maintenant ils peuvent reprendre le travail, c'est pas grave, le virus voyage. Mais je me mets à la place des personnes qui travaillent avec eux ou des enfants qui sont à l'école et puis qui vont voir leurs copains revenir de Lombardie ou de Vénitie. Mais les gens vont angoisser. Est-ce que là, il n'aurait pas fallu maintenir ces périodes de confinement pour ceux qui viennent des zones à risque? Alors, on voit que les fonctionnaires, par exemple, du Louvre, ont demandé à exercer leur droit de retrait. J'ajoute, Brigitte, aussi que 300 conducteurs de bus de l'Essonne aussi ont demandé leur droit de retrait. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne décision? Je comprends. Si tout le monde fait cela, vous imaginez, il n'y a plus de fonctionnaires. Enfin, si tout le monde demande son droit de retrait, c'est-à-dire que l'économie est à l'arrêt. Non, mais je vous pose la même question, vous. Si vous avez une collègue qui revient là directement de Vénitie. Non, mais là, c'est du droit de retrait, c'est du droit, pas grave. C'est du principe de non, mais précaution. vous avez le droit d'exercer votre droit de retrait. Vous le feriez moi, je ou suis vous le feriez pas? Oui, mais là, c'est pas une question de fonctionnaires ou de salariés. Les fonctionnaires ont le droit de retrait, ils peuvent l'exercer. Mais comprenons-les, quand même. Enfin, on dit que cette épidémie, ce virus, tue 10 fois plus que la grippe. C'est quand même beaucoup. Alors, il n'y a pas beaucoup de cas, donc il n'y a pas beaucoup de morts. Mais si demain, le virus se propage, et si c'est plusieurs dizaines de... Est-ce qu'il ne faut pas faire confiance au gouvernement quand il prend un certain nombre de mesures? Il y a beaucoup de complotisme, on le voit qui circule. Je vais vous dire franchement, n'étant pas en responsabilité, je n'ai pas toutes les informations. Donc, j'ai bien du mal à m'avancer et à dire ce qu'il faudrait faire. Donc, je ne donnerai pas de conseils. Je vous porte ici les angoisses que j'entends dans ma circonscription et dans ma commune, des angoisses réelles et sincères. Et donc, ces personnes qui vont être en contact avec ceux qui reviennent de zones à risque et à qui on dit « vous pouvez reprendre le travail, il n'y a plus de problème », ça peut créer de l'angoisse et donc je les comprends. Une dernière question de Tam. Pour rester sur le volet économique, Bruno Le Maire dit que l'État prendra en charge les pertes des entreprises. Est-ce que pour vous, c'est la bonne réponse? Oui, je l'ai même dit au gouvernement, demander est-ce que les mêmes mesures qui ont été prises, c'est un petit peu les mêmes qui ont été prises dans le cadre des manifs Gilets jaunes, eh bien, ce sont des mesures qui peuvent être prises pour des PME où un salarié ou deux ne viennent pas travailler ou sont confinés. Ça peut effectivement pénaliser la production. C'est normal de pouvoir les accompagner. Une petite question d'un téléspectateur là, sur Figaro Live. C'est Christian Léon qui nous envoie cette question. On dit que c'est Jean-Luc Mélenchon qui aurait piégé le gouvernement et qui aurait amené le gouvernement à déclencher le 49.3. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je ne vais pas répondre à la place de Jean-Luc Mélenchon. Donc, non, on dit que c'est lui. Est-ce que vous lui accordez ce crédit? Est-ce que c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon que c'est intéressant? Alors, je vais répondre pour moi. Oui, voilà. Moi, personnellement, nous avons déposé 10 000 amendements. Jamais je n'ai souhaité le 49.3. Jamais je n'ai même dit, je me suis vanté de faire de l'obstruction. Jamais je n'ai parlé de guérilla parlementaire, de tranchée. Jamais je n'ai utilisé ces mots. Je veux le débat sur le fond. Donc je veux la vérité sur le texte. Avec la France Insoumise. Et donc, nous avons exercé notre droit d'amendement. Et le gouvernement, avec brutalité, y a mis fin. Bien. Voilà ce que je constate. Bien. Merci Tam, merci Brigitte. Merci Francis. Et place maintenant aux parlementaires qui nous rejoignent sur le plateau d'audition publique. Bienvenue. Nos parlementaires qui sont avec nous ce soir. Sandra Motin, bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de l'Isère et vous avez été en pointe dans le débat sur les retraites. On vous a beaucoup vu, même parfois avec des lapsus. Avec un lapsus fameux, oui. Et Jean-Raymond Hugonet, sénateur apparenté Bonsoir. Les Républicains de l'Essonne. Bonsoir. Vous aussi, vous vous intéressez évidemment à la réforme des retraites, mais on va commencer par Sandra Motin à propos du 49.3, bien évidemment.
Alors, Fabien Roussel, vous venez de nous dire que vous ne souhaitiez pas faire de l'obstruction. Malgré tout, avec 13 000 amendements, le groupe GDR a été en pointe, dont 1184 fois l'amendement qui remplaçait universel par inéquitable. Mais à part ça, vous êtes le secrétaire national du Parti communiste, un parti qui a une histoire liée à celle de la France et de la Résistance, une histoire liée au Conseil national de la Résistance, qui a posé les bases de la protection sociale française et de la sécurité sociale. Vous êtes le représentant d'un parti républicain qui défend les valeurs de la République et le respect de ses institutions. Et pourtant, depuis 4 semaines maintenant, vous vous êtes mis dans la roue de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a plus rien de républicain, qui cherche à détruire les institutions, dont la nôtre, pour imposer sa volonté à la France, sa 6e République. La question ? C'est donc au secrétaire national du Parti communiste français qui a adressé ma question. Ne pensez-vous pas qu'à vous allier ainsi avec un homme qui cherche à déstabiliser la République et qui prône la révolution pour servir ses ambitions hégémoniques, vous trahissez votre histoire, vos valeurs, votre parti, vos militants? Ne pensez-vous pas aussi qu'à côté de Jean-Luc Mélenchon et de ses disciples, vous êtes devenu inaudible au risque de ne plus faire apparaître votre différence? La réponse de Fabien Roussel. Aujourd'hui, si la République est abîmée, c'est à cause de votre majorité. L'attitude de votre chef, le président de la République, et la manière dont il refuse d'entendre la colère qui s'exprime dans le pays depuis des semaines et des semaines, refusant de négocier avec les syndicats, imposant ce texte au sein de l'Assemblée nationale alors qu'une majorité de nos concitoyens ne veulent pas de cette réforme, et utilisant le 49.3 après 13 jours de discussion et la discussion de 10 000 amendements, malgré tout, quand même. 5 000 amendements, puisque 5 000 n'étaient pas recevables. On pourrait venir sur les 5 000 amendements déclarés irrecevables, parce que justement, comme les nôtres qui demandaient la retraite à 60 ans, déclarés irrecevables. Je ne rentre même pas là-dedans, dans ce débat. Oui, mais comme quoi, 5 000 amendements rejetés 5 000 amendements, dont énormément d'identiques. Parce qu'on demandait la retraite à 60 ans, entre autres. Bref, ce qui abîme la République, c'est votre majorité. Et je le dis solennellement, vous prenez un risque majeur de dégoûter nos concitoyens d'aller voter. Pour des députés. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Parti communiste français, c'est je ça ne ma défends question. pas le Parti communiste français. Mais vous êtes je son secrétaire défends général. les Français. Je défends nos concitoyens. Je défends le monde du travail, les salariés du privé et du public. Ceux qui aujourd'hui peinent à gagner leur vie dignement en travaillant parfois péniblement et avec des salaires de misère, et qui ont peur, en plus de leur salaire de misère, d'avoir une pension de misère. Je porte leur voix et je les défends au sein de l'hémicycle. Est-ce que vous mesurez que nous sommes aujourd'hui une minorité dans l'Assemblée nationale à porter la voix d'une majorité de nos concitoyens? Vous n'avez pas répondu à la question, Sandra Botta. Aujourd'hui, les valeurs aujourd'hui du Parti communiste français sont celles de la défense du monde du travail, de la dignité du monde du travail, et heureusement que nous sommes là dans l'hémicycle pour les représenter, pour faire éclater la vérité sur l'âge d'équilibre, sur l'âge à partir duquel ces salariés du public et du privé pourront partir sans décote. Je vous ai posé au moins 100 fois la question. Justement, jamais nous n'avons eu la réponse. Ce sont des questions de fond, ce sont des questions de fond qui intéressent Jean-Raymond Hugonet, justement. Ah oui, pour le moins. Voilà, on va peut-être certainement pas être d'accord, c'est une évidence, mais comme l'a rappelé le Premier ministre, il y a 3 leviers sur la retraite. Le taux, le montant des pensions et l'âge. Le taux de cotisation. Le taux de cotisation, bien sûr. Le taux de cotisation, excusez-moi. Le taux de cotisation, on augmente le coût du travail. Si on touche aux pensions, vous voyez déjà dans quel... on les baisse. Si on les baisse, vous voyez déjà dans quel état est le pays. Il ne reste plus que l'âge. Comment repousser l'âge de départ à la retraite, c'est ça? C'est une évidence. Pour moi, pour d'autres et pour une majorité. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la caricature de dire qu'on va demander, par exemple, à un déménageur de monter un piano au 7e étage à 65 ans est grotesque. Quelle est votre position sur la pénibilité? Puisque c'est là, à mon sens, que repose le point névralgique. D'abord, je conteste le fait que, pour parler de la réforme de retraite, il faudrait rester enfermé dans ces 3 leviers que vous venez de citer. Ah oui. Des syndicats et des forces politiques, dont le Parti communiste français, demandons justement à ce que l'on puisse aller chercher d'autres formes de cotisation, notamment sur le capital. Pourquoi n'y a-t-il pas de cotisation sociale
sur le capital, sur les revenus financiers par exemple. Ils sont exonérés de cotisations, eux. Et pourtant, il n'y en a jamais eu autant. La part des richesses attribuées au salaire ou au capital, elle est partie en faveur du capital. Et ils ne cotisent pas. Voilà les régimes spéciaux que nous avons dénoncés et donc nous proposons qu'ils cotisent. Et c'est avec cette cotisation que nous pourrions financer une véritable prise en compte de la pénibilité. Nous proposons, nous, que ceux qui ont des travaux pénibles puissent partir dès l'âge de 55 ans, parce qu'aujourd'hui, nous les rencontrons dans nos circonscriptions, et vous en rencontrez certainement oui, comme bien moi, sûr. qui, à 55 ans, sont cassés, Oui. cassés physiquement et parfois moralement par le travail. Ils n'ont pas d'autre alternative que d'être pris en charge par la solidarité nationale. C'est ou les allocations handicapées, ou c'est des systèmes de pré-retraite et de départ en retraite. Pourquoi cette ne proposition devrait-il de pas 55 ans être pris en charge par une retraite digne afin qu'il puisse se vous dire son point reposer? de vue. Je l'ai dit tout à l'heure, il est impossible de laisser croire, même si pour moi le seul levier c'est l'âge, évidemment, il est impossible de laisser croire qu'on va faire travailler plus longtemps, jusqu'à 65 ans, des personnes qui ont des métiers particulièrement pénibles et, comme vous le dites, à 55 ans, sont cassés parce qu'ils ont des charges lourdes ou autres. Mais Donc, pour les autres, c'est 65. mais c'est une évidence, nous sommes les seuls en Europe à essayer de faire rêver les gens, en leur mentant sur l'état financier de notre pays. C'est intenable. Mais c'est qui les autres? Parce que justement, il y a 4 critères de pénibilité qui ne sont pas pris en compte par le gouvernement, qui ont été retirés dans le cadre de la loi qui a été discutée l'année dernière. Et donc, nous demandons, comme d'autres syndicats, jusqu'à la CFDT, à ce que ces 4 critères de pénibilité soient remis Notamment en les compte. postures. Ouais, Voilà. posture, Mais- proximité avec produits chimiques, là, nous nous travail rejoignons. répétitif, Nous nous rejoignons. etc. Sandra Motin, Or, de vous cela, avez- ils n'ont rien voulu entendre. Sandra Motin. Nous, ce qu'on dit surtout, et je crois que ça c'est important, et ça se retrouve d'ailleurs dans le texte qui va être présenté demain par le Premier ministre au Parlement, on a voulu travailler d'abord sur la prévention, parce qu'avant de dire que les gens sont cassés, le mieux c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils ne le soient pas et qu'ils puissent se reconvertir. Donc je crois aussi que on est encore en train de travailler aujourd'hui avec les partenaires sociaux. Vous disiez qu'on ne travaillait pas avec eux, c'est faux. On travaille bien sûr avec eux à trouver des solutions pour la réparation. Mais la prévention, je crois que ça va être quelque chose d'essentiel Alors, pour les années à Fanny venir. Roussel, la prévention. Écoutez, moi j'ai rencontré un salarié du bâtiment reçu à ma permanence il y a 15 jours, il a 54 ans, il a plaqué et fait de l'électricité pendant toute sa vie, est cassé, vous pouvez lui parler de prévention. Lui aujourd'hui, il a besoin de partir en retraite et de ne pas être pris en charge par l'allocation adulte handicapé. Or c'est le seul recours qu'il a. Donc quand on a travaillé toute sa vie dans une PME, une petite boîte, et qu'on a été couvreur, et qu'on est couvreur. Un gamin aujourd'hui qui rentre couvreur et qui monte sur les toits et qui va faire ça pendant 20 ans, Il commence 30 à 16 ans ans. s'il est apprenti. Voilà, il commence Eh ben dès l'âge justement, de il 16 faut ans. lui proposer quelque chose Mais au bout qu'est-ce de que 20 vous ans, allez c'est important. proposer à un patron de PME pour tenir compte de ce gamin quand ils sont 4 ou 5 dans l'entreprise? Vous allez lui proposer quoi? Une charte? Un tutorat? Qu'est-ce que vous allez lui 6 proposer mois de congé concrètement? et une vraie formation qualifiante qui sera possible grâce à son compte personnel de formation. Alors, bref, vous vouliez aussi parler du coronavirus. Tout à fait. Et rester justement sur ce que vous avez dit tout à l'heure, notamment sur la compétitivité des entreprises françaises. Parce que la crise du coronavirus, là, par son ampleur mondiale, elle a mis en lumière la fragilité d'une partie de nos industries. On peut citer par exemple les difficultés de l'industrie automobile, dont la plupart des pièces détachées sont fabriquées en Chine, ou même de l'industrie pharmaceutique, dont 80 à 85% des principes actifs sont fabriqués en Chine. Et donc, on a besoin aujourd'hui de réindustrialiser la France. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. On a recréé des emplois industriels un peu partout en France. Mais on l'a fait effectivement parce qu'on a rendu nos entreprises compétitives. Vous parlez sans arrêt de taxer le capital. Comment imaginez-vous pouvoir réindustrialiser la France et retrouver de l'emploi industriel en taxant systématiquement le capital comme vous souhaitez le faire? Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait une cotisation sociale sur les revenus financiers pour financer notre système de retraite. Ça, c'est une de nos propositions. Mais nous avons une autre proposition, nous, au Parti communiste français. Nous disons aussi qu'il faut révolutionner nos modes de production. Ça nous permettra aussi de répondre aux défis écologiques. Nous devons produire autrement. Nous devons produire localement, produire en France,
parce que ce sera bon pour le climat, au lieu d'importer des produits qui viennent d'Asie. Produisons ici, ce sera bon pour l'emploi et ce sera bon pour nos impôts, parce que les entreprises qui s'installeront ici paieront des impôts ici, donc ce sera bon pour le budget de la France. Au lieu de cela, aujourd'hui, on laisse des entreprises disparaître, délocaliser au nom de la compétitivité et de la rentabilité des dividendes, comme Whirlpool Amiens, où le gars, il a préféré fermer l'usine à Amiens pour s'installer en Pologne, où les salaires sont de 549 €. C'est quoi votre projet de société? C'est de s'aligner sur 549 € par mois, ou c'est de faire en sorte que la France disent non, cette entreprise, elle reste là et je préfère la soutenir et participer au capital de cette entreprise pour continuer à produire des machines à laver sur le sol français. C'est ça que nous devons faire. Ça, c'est d'une autre ambition. Le SMIC français, il continue à augmenter, mais par contre, effectivement, ce qui a changé, c'est qu'on a commencé une harmonisation de la fiscalité des entreprises, ce qui a fait de la France l'un des tout premiers pays pour l'investissement en Europe depuis 2 ans. Donc je ne vois pas comment votre idée de produire autrement, qui pour l'instant fait beaucoup de mousse et c'est beaucoup... Non, je viens de vous dire très concrètement. Mais produire uniquement en France, d'abord, c'est oublier qu'on a des partenaires européens avec qui on peut travailler, avec qui on doit travailler, mais en même temps, ça ne me dit pas grand-chose de la façon dont vous allez accueillir les entreprises sur notre territoire et dont vous allez rendre les territoires attractifs. Je n'aurais pas laissé Whirlpool Amiens déménager en Pologne. Je serais rentré dans le capital de cette entreprise. Et la différence entre vous et nous, dans notre projet de société, c'est que vous parlez à des avocats fiscalistes, à des fonds de pension, tandis que moi, je préfère parler à des industriels, à des patrons, mais véritablement capitaines d'industrie, qui ont envie de produire ici et qui ont besoin d'être soutenus. Et c'est pour ça que le Parti communiste français d'aujourd'hui parle autant aux ouvriers qu'aux patrons, mais à ceux qui veulent produire, pas à ceux qui veulent faire de la spéculation boursière. C'est toute la différence. Avant de parler d'autres sujets avec Jean-Raymond Hugonet, parce que vous voulez parler d'autres sujets, je voudrais que vous continuiez, Sandra Motin, parce que vous vouliez évoquer toujours, à propos des difficultés liées au coronavirus, le sort des agriculteurs. Oui, le sort des agriculteurs. Donc, le salon de l'agriculture s'est tenu la semaine dernière. Il a fermé ses portes sur une grande inquiétude de la part de nos producteurs laitiers, notamment, qui voient, après une année 2019 qui avait connu une jolie embellie, grâce notamment à la loi Egalim, ils voient les cours du lait chuter à cause du problème du coronavirus et de la Chine, qui ne fait plus aucune commande. Moi, je voulais savoir, puisque vous fustigez les accords internationaux tels que le CETA, qui garantissent pourtant à nos agriculteurs des ouvertures sur des marchés avec des sécurités sur les produits, quelles solutions vous proposez, et notamment dans le cadre de la nouvelle PAC, quelles solutions pour venir en aide aux filières agricoles? Petite parenthèse, quand vous dites ça, vous faites tousser votre collègue sénateur Jean-Raymond Hugonet, qui n'a pas l'air d'être d'accord avec non, il faudrait demander à mon collègue, si vous dites ça à mon collègue Daniel Gremillet, qui est sénateur et qui est producteur justement de lait, de fromage et autres, je vous garantis que vous dites ça à un cheval de bois, il vous donne un coup de pied. Bon, alors la question de Sandra Motin est posée, et c'est Fabien Roussel qui doit d'importation de fromage grâce au CETA cette année. Les producteurs de lait et ceux qui ont des vaches laitières, et chez moi, dans l'Amandinois, justement, c'est ça la principale activité des paysans, des agriculteurs. Aujourd'hui, ils ont peur de la crise liée au coronavirus. Qu'est-ce que vous feriez pour eux, notamment dans la PAC? Avant ça, ils ont souffert de la disparition des quotas. Avant ça, ils ont souffert et ils souffrent encore de la concurrence déloyale du lait qui vient de Pologne, d'Allemagne, de Slovénie, qui est produit à moindre coût et qui rentre chez nous sans taxe, sans rien, parce que c'est la concurrence libre et non faussée. Donc ils souffrent déjà aujourd'hui d'un marché européen qui n'est pas juste pour eux. Et nos producteurs, nos agriculteurs, aujourd'hui, on leur demande d'avoir des contrôles plus durs, d'être plus zélés sur la production de leurs produits que ne le sont les voisins européens. Pourtant, c'est les mêmes règles, c'est la même Europe, mais nos voisins européens ont moins de règles à mettre en œuvre que les producteurs français. Et c'est de ça dont ils souffrent d'abord. Et donc, il faudrait plutôt soutenir nos agriculteurs et leur garantir un prix du lait. Aujourd'hui, ils sont dans les mains de Lactalis. Et Lactalis, c'est M. Beignet, et M. Beignet, c'est la 8e fortune de France. Vous pourrez aller leur dire. On va passer de l'agriculture à la culture, parce que Jean-Raymond Hugonet, il est membre de la commission culture au Sénat, et ce qui l'intéresse, c'est la mise en place du pass culture. Cette aide pour les jeunes qui a été mise en
en place par le gouvernement actuel, justement, et qui est testé dans plusieurs départements. Absolument. Alors, comme vous l'avez dit, j'appartiens à la commission culture présidée par Catherine Morin-Desailly, et je voulais vous poser la question directement. Pour vous, est-ce une bonne idée, ce pass culture, qui vise donc une tranche d'âge à 18 ans Ou c'est un chèque de 500 euros pour des jeunes de 18 ans, dans certains départements pour l'instant. Alors, des départements tests, on agrandit ce nombre de départements tests, et nous apprenons plus les choses par... D'ailleurs, je le dis par la presse, les médias bien informés, plutôt que par des communications qui nous sont faites. Mais passons sur ce détail. Pour vous, est-ce une façon de démocratiser la culture auprès de la classe d'âge des 18 ans? Oui, je pense que c'est une bonne initiative. D'ailleurs, le département du Val-de-Marne, qui est dirigé par un président du conseil départemental qui est communiste, et donc c'est pas pour rien qu'il a souhaité lui s'en saisir et le mettre en œuvre, donc de permettre à ce que des jeunes puissent avoir accès à des activités culturelles et places de théâtre, etc. C'est d'ailleurs dans beaucoup de programmes municipaux, les places culturelles, les régions, les communes, tout le monde s'y met maintenant. Tout à fait, c'est plutôt une bonne chose. Je dirais, pour modérer, que justement les communes, comme on est en pleine période municipale, ont de plus en plus de mal à pouvoir abonder ou participer à ce genre d'initiative parce que leurs budgets ont été diminués, parce que ce gouvernement a contraint les budgets des collectivités, ils ont baissé les dotations des régions, des départements et des agglos. Dites pas que c'est faux. Enfin, on est à la commission des finances. Elles n'ont pas, les dépenses ont été gelées et elles n'ont pas augmenté au rythme qu'elles auraient dû augmenter pour pouvoir répondre à leurs dépenses. Donc, au final, elles ont moins. Par contre, on a contractualisé avec les grandes collectivités, ce qui a permis de réduire les frais de fonctionnement et d'avoir plus d'argent pour les investissements. Eh ben voilà, donc réduire les frais. Donc, de fonctionnement. Effectivement, les communes font les frais de votre politique, elles subissent les politiques d'austérité. Et je regrette qu'elle ne puisse donc pas plus pouvoir soutenir des initiatives qui favorisent l'accès à la culture comme celle-là. Voudrais vous parler d'un livre. Ah oui, parce que vous avez apporté la couverture. Absolument, absolument. Mais vous aviez coécrit avec André Chassaigne en octobre 2018 le manifeste pour un parti communiste du XXIe siècle. Je m'intéresse dans le brouhaha des fois médiatique d'aujourd'hui à des gens qui font avancer cette réflexion. Et excusez-moi, je n'ai pas d'action avec David Jaïs ni à sa maison d'édition, mais ce monsieur a écrit un livre qui s'appelle Slow Démocratie, que je vous engage à lire, et l'un et l'autre. Que vous avez lu, vous, Jean-Raymond Bonnet. Ah oui, que j'ai lu et que je suis en train de relire. D'accord. C'est un garçon qui a 29 ans. Pourquoi vous voulez en parler à Fabien Roussel? D'abord et d'une, parce qu'à l'heure où il est de bon ton de fustiger les élites de notre pays, moi je les admire, qu'elles soient culturelles, sportives, politiques ou autres. À 29 ans, quand on est énarque et normalien, c'est qu'on doit avoir quand même le cerveau un peu bien fait et une certaine intelligence. Ce monsieur, David Jaïs, que je ne connais pas, mais que je vais rencontrer, parce que je pense qu'il est exceptionnel, il a ressorti le triangle, ce qu'on appelle le triangle de Rodnik, qui est le triangle d'incompatibilité. Ça rejoint le débat que vous avez eu tout à l'heure et que le pays doit avoir. Il est impossible, dans un triangle, dans ce triangle-là, de faire se rejoindre les trois extrémités, que sont d'un côté l'État-nation, de l'autre côté la démocratie, et le troisième, la mondialisation, l'hypermondialisation. C'est exactement au cœur de votre débat de tout à l'heure. C'est ce qui vous oppose, c'est ce qui oppose, vous voulez dire, Sandra Motin et Fabien Roussel. C'est ce qui oppose plus que Fabien Roussel et vous-même, c'est ce à quoi le pays doit réfléchir. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous nous mettez en avant les contrats internationaux, tout ça, les Français le savent, qu'ils soient communistes, républicains ou autres, ils savent très bien que des décisions très importantes qui impactent leur vie au quotidien ne sont plus prises en France. Alors, je vous laisse poser la question à Fabien Roussel. Et donc, dans ce triangle d'incompatibilité, je le rappelle, entre l'État-nation, l'État-nation, la démocratie et l'hypermondialisation, choisissez votre couple, camarade. C'est l'État-nation et la démocratie qui, pour moi et pour nous, communistes français, vont ensemble, sans mettre de côté la mondialisation, puisque nous ne la balayons pas d'un revers de main. Nous défendons une autre forme de mondialisation, qui n'est pas celle des traités de libre-échange, mais qui est celle des coopérations consenties où chaque peuple s'y retrouve. Aujourd'hui, cette mondialisation, elle se fait au bénéfice de multinationales et de rentiers, pas au bénéfice des peuples. Et donc c'est ces nouvelles coopérations que nous souhaitions
que nous souhaitons privilégier, y compris au sein de l'Europe. C'est-à-dire que nous contestons cette construction européenne et nous préférerions, nous, une Europe des nations qui respecte les peuples et la souveraineté de chaque peuple. C'est un vrai sujet, le fédéralisme ou l'Europe des nations. Alors là, ça Oui, fait... bien ça fait- sûr. attendez, Bien sûr. Mais ça nous fait- ne ça sommes fait pas- un tout petit lever peu le mes nez. oreilles mais nous venant ne d'un- sommes pas- ça nous m'écorche ne les sommes oreilles pas- venant d'un communiste, nous ne puisque sommes c'est pas le du tout- vocabulaire de Marine Le Pen. Ça Nous ne m'écorche sommes- les non, oreilles. non, faut pas Non, dire non, ça. Les mais non, États-nations, mais- Non, non, chers collègues, il ne faut pas pas du dire tout, ça. justement. C'est du vocabulaire. La nation, mais- c'est pas le Mais nationalisme. non, Non, non. justement, permettez-moi de reprendre Non, la mais main. l'Europe Marine Le des Pen est États-nations. arrivée après le Parti communiste français L'Europe des et le États-nations, c'est concept son vocabulaire. Ça de serait bien nation passé, d'ailleurs. exactement, mais le concept de nation, d'État-nation et d'Europe des nations, le Parti communiste français l'a défendu dès 1979, quand on a vu cette Europe se construire fédérale que nous avons toujours contestée. Et donc nous, oui, nous défendons le concept d'une nation qui protège ses citoyens et le concept de république issu de la Révolution française qui respecte tous ses citoyens indistinctement de ses origines, de sa religion ou de ses idées Vous avez réussi politiques. votre coup, Jean-Raymond Voilà Hugonet, parce ce que que nous c'était une voulons question faire. qui n'est pas C'est tellement pas dans moi, c'est l'actualité. David Jaïs. Vous avez vu le débat Je vais le lire, vous avez je vu le vais débat le sur lire. Une ceci fraction de seconde, je peux vous garantir. Je vais le lire. Je vous le dis clairement à tous les deux. Si chacun comprend bien ce qui est dit là-dedans, il y a une voie pour notre pays, que l'on soit communiste, que l'on soit fantastique. en marche. Mais ça existe, sauf qu'il faut quelqu'un pour l'expliquer aux gens, le transmettre et l'incarner. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas cette personne. Alors, bon, ça c'est pour Sandra Motin. Mais alors, on va vous laisser, mais je vais vous poser une question qui nous est envoyée par Regard sur Figaro Live. À propos de la situation en ce moment à la frontière entre Oui, la Grèce et la terrible. Turquie, qu'est-ce que le Terrible. Parti communiste propose comme solution face à l'arrivée massive, C'est- entre parenthèses, et sévèrement réprimée, de migrants à la frontière C'est gréco-turque? horrible et c'est là aussi, voilà en quoi je conteste cette construction européenne. Vous vous rendez compte que M. Macron, Mme Merkel ont fait le choix de négocier avec M. Erdogan, qui est un truand Mais qu'est-ce qu'il faut dictateur, faire? Qu'est-ce que de vous lui dire préconisez? contiens les immigrants qui viennent de Syrie, Faut-il les tu accueillir? les gardes derrière des barbelés, mais surtout qu'ils ne viennent pas chez nous. Faut-il Et les aujourd'hui, accueillir en Erdogan est en train de dire si vous venez pas me soutenir dans ma guerre contre Assad, eh bien je les lâche. Je lâche les migrants. Il Qu'est-ce s'en qu'il sert faut comme D'accord, mais Fabien des Roussel, la otages. question, c'est faut-il accueillir honteux. ces réfugiés? J'ai demandé aujourd'hui, j'ai fait une déclaration aujourd'hui, le Parti communiste français demande d'abord à M. Macron de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut que cessent les bombardements en Syrie. Il faut arrêter Bien. cette guerre là-bas. Et donc Erdogan doit rentrer chez lui. Et la deuxième chose d'abord. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a 3 millions de réfugiés syriens qui sont là à la frontière turque. Enfin, quand même, dans notre grand continent et dans cette belle Europe, il n'y a pas les moyens aujourd'hui de porter secours à ces personnes. Ils doivent rester derrière ces barbelés là-bas Un en mot, Turquie. Sandra Motin, un mot vraiment? Moi, ce qui m'a choqué ce week-end, c'est surtout la réaction des Grecs sur l'île de Lesbos. On voit vraiment que le nationalisme, le populisme est en train de gagner du terrain dans ce pays qui est celui de la démocratie, le berceau de notre démocratie, et ça m'inquiète énormément. Bien, Et merci. à qui la faute? Merci Sandra Motin, merci Jean-Raymond Hugonet d'être venu sur le plateau d'audition Merci à vous. publique. Merci. Et c'est Yves Tréhard qui va arriver maintenant. Ah oui, c'est pas terrible. Bon, c'est pas terminé, Fabien Oui. Roussel. Comment voulez-vous Mais- que l'audition mais- publique existe sans Yves Tréhard et le regard Mais Yves Tréhard? c'est- Bonsoir Bonsoir, Yves. Francis, bonsoir Nous sommes Fabien un peu Roussel. chez vous. Très bon livre, hein, Slow Démocratie. Vous Excellent. le connaissez? Oui. Moi, je l'ai découvert. hein. Très bon livre. Je vais exercer un petit droit de suite, mais rapide. Tout à l'heure, je crains que vous soyez mal exprimé, c'est pour ça que je voudrais être sûr de ce que vous avez dit. Vous ne nous avez pas dit que la grande distribution profitait du coronavirus pour vendre du thé, du café, des pâtes et demander aux Français de faire des provisions en stock. Non. Vous n'avez pas dit ça, hein? Je ne voudrais pas. C'est comme ça qu'on l'a compris. Ouais, donc c'est mais pour ça que je préfère ce- que... je ne voudrais pas qu'aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement dit le virus circule, donc on va le laisser circuler. Et on ne fait pas le choix de confiner des territoires, on ne fait pas le choix d'interdire justement la fermeture peut-être de temples de la consommation où beaucoup de personnes Des vont supermarchés, se vous voulez dire, concentrer, temples de la oui, consommation. des supermarchés Oui. ou des zones commerciales. Oui. Et- Mais vous les accusez de rien, ces zones Non. commerciales. D'accord. Bon, on est clair. ah non. Non, non, on est clair. On est non, clair. je les accuse. Ah non, je les accuse de rien du tout. J'interroge le gouvernement en faisant ça. D'accord. C'est-à-dire, pourquoi ne vont-ils pas jusqu'à demander à ce que D'accord. ces lieux soient fermés? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde confiné dans des endroits où il fait chaud, où on se touche, où voilà. D'accord. Yves, Bon, alors, on ferme ça, des c'est pour le- concerts. Allez, on Eh ben, a on interdit va des fermer le concerts, on n'interdit pas coronavirus. ça. On ferme le coronavirus 49.3. Est-ce que
cette disposition qui vous met en émoi, est-ce que vous n'allez pas vous servir du levier des municipales pour justement essayer de faire en sorte que le gouvernement soit sanctionné à travers ce vote parce qu'il a utilisé le 49.3? Mais d'abord, les électeurs aux élections municipales doivent déterminer leur vote en fonction des enjeux locaux, Oui. c'est-à-dire à qui je donne les clés de la ville, On va voir. et pas de saut dans l'inconnu, à qui je donne les clés de la ville. Ça, c'est important. Mais je dis aussi qu'après ce qui vient de se passer là, au Parlement, et avec cette réforme des retraites qui est imposée de manière brutale, je dis aussi que ce bulletin de vote, il peut être utilisé aussi pour sanctionner ceux qui vont porter l'étiquette La République En Marche sur le D'accord. dos. Alors, on sanctionne- Les Buzyn, les Édouard Philippe, les Darmanin, les Riester et compagnie sont responsables de ce qui se passe dans le pays et ils doivent aussi être sanctionnés pour cela Alors, localement. On sanctionne, mais ce n'est pas pour autant que vous approuvez, comme au Havre, ville qui a été communiste très longtemps, que les affiches de campagne ou même la permanence du candidat Philippe soient taguées, dégradées, jet de pierre. Vous Non. désapprouvez ça La quand même. dégradation des biens, je Vous les condamnez ai toujours condamnés sans difficulté. Je dis aussi qu'au Havre, où Jean-Paul Lecoq conduit une liste citoyenne, Oui. et soutenue par les forces de gauche et avec des écologistes, eh bien, ils ont besoin d'un maire à temps plein. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, le Premier ministre, qui a fort à faire, Oui, mais il a dit qu'il décide qu'il de resterait pas. continuer d'être Premier ministre, de mener campagne du bout des lèvres là-bas, Oui. et de dire en plus, et je ne serai pas maire. Mais enfin, on est dans la Ve République. Ils nous ont fait voter une Oui. loi sur la moralisation de la vie publique, et on a aujourd'hui un Premier ministre D'accord. candidat qui dit en Fabien plus, Roussel. si jamais je Fabien suis élu, Roussel. je ne serai pas maire. Enfin, vous ne trouvez pas que c'est énorme, que c'est du Moi, j'ai foutage rien de à gueule dire. pour les électeurs? Fabien Roussel, vous avez mis le doigt sur quelque chose. Vous avez dit, nous, là-bas, au Havre, on est avec les écologistes, avec les socialistes. Mais alors, Les citoyens. les citoyens, ce qui est, Et les insoumis. ce qui est intéressant avec le Parti communiste, c'est que vous êtes, je dirais, à des amours à géométrie variable. Je prends Ivry-sur-Seine, je prends Saint-Denis, deux grandes villes, deux bastions du Parti communiste. Pourquoi vous n'avez pas pris Montreuil? Bah, je vous ai pris ces deux-là. Pourquoi Champs-Élysées-sur-Marne. Bah, vous le savez Non, très mais bien. ceux-là, ils sont plus Parce que là, intéressants vous pour avez nous. face à vous, face au Parti communiste, aux candidats du Parti communiste, des villes qui sont tenues depuis très longtemps par le Parti communiste, eh bien, une coalition de gauche avec la France insoumise, les écologistes, le Parti socialiste. Mais vous savez pourquoi? Non, dites-moi. Vous savez pourquoi? J'attends votre Philippe réponse. Bouissou, Oui. le maire d'Ivry, Oui. a succédé au maire d'Ivry qui est décédé en cours de mandat. Oui. C'est un jeune maire, dynamique, entièrement disponible. Il était premier adjoint, il est devenu maire. Il est très connu dans la ville. Oui. Et vous voyez ceux que vous avez cités, Oui. ils se sont dit, lui, s'il gagne, on y a droit pendant plusieurs mandats. Et donc, ils sont en train c'est un peu de, court, ça. ils sont en train de lui tailler une croupière parce qu'ils ne veulent pas qu'il gagne. Eh bien, vous savez, il va gagner. Bah, vous avez de Il drôles va d'amis. gagner parce Vous qu'il a avez la de- confiance de vous sa avez- ville vous avez et de drôles ses d'amis. électeurs. Vous avez savez, drôles il d'amis. n'est pas là-bas le maire communiste, il est le maire de tous les D'accord. habitants Une autre et il en a petite fait la question. démonstration. Une autre petite question. À Strasbourg, vous êtes là pour le coup avec les écologistes. Et il y a une candidate qui est voilée sur la liste à laquelle vous participez. Vous approuvez. À Strasbourg, alors là, vous me... En 43e place. Parce que j'ai 43e posé la position. question hier ailleurs à Julien Bayou qui semblait Et découvrir. alors Bah, pareil. Alors là, je... Vous condamnez Hein? Vous condamnez Vous vous retirez C'est pas ma tasse de thé. C'est pas votre tasse de thé. Vous diriez un peu comme le ministre de l'Éducation nationale. C'est pas souhaitable. Oui, je pense que il y a des règles qui sont imposées aux fonctionnaires, aux Si vous services l'aviez su, vous ne publics. seriez pas venu. Ici, Non, non, à Strasbourg, sur cette liste. bah, il aurait fallu en discuter avec les camarades. Moi, cette personne, par exemple, elle peut... Enfin, je vais vous dire franchement, je me préoccupe plus de ce qu'elles ont dans la tête que sur la tête. Vous connaissez Mais peut-être ça, Madame... vous essayez de vous échapper. Non, vous connaissez Madame... Votre première réaction est étonnée, Latifa quand même. Benzaten. Oui, vous bah, je connaissez. connais, bien sûr. Elle serait une formidable élue. Elle porte le foulard. Oui, mais c'est Faudrait-il différent. Vous Mais le savez pourquoi très c'est bien. différent Vous Mais le savez pourquoi très c'est bien, différent monsieur. Non, parce Elle que pourrait tout c'est à pas fait. la même- Elle même pourrait tout foulard. à fait être
Non, c'est pas de Oui, même foulard. alors, donc, Je vous invite à aller voir cette candidate. Donc j'aimerais bien connaître le foulard. Eh ben, vous allez puisque vous en c'est en occuper fonction dès du ce soir foulard. en sortant Donc comme d'ici. quoi, oui, mais comme quoi, Ouais. ce n'est pas la question d'une femme voilée. Vous D'accord. comprenez bien, Ok. puisque C'est ce qu'il y a Latifa sous le voile, Ibn c'est ça que vous voulez vous la dire. connaissez et ça ne vous choquerait pas qu'elle soit élue. Donc c'est plus, il faut mieux se préoccuper des combats qu'elle porte et qui doivent être des combats républicains, Oui, parce que si c'est pour autre chose, Fabien Roussel. alors non, je ne cautionne pas. Fabien Roussel, le Parti communiste, c'est quoi pour lui ces élections municipales? Parce que vous allez vous mesurer avec le nombre d'élus que va avoir la France insoumise, avec les écologistes, avec le Parti socialiste. Vous étiez un parti qui était très ancré sur le territoire. N'en parlez pas d'imparfait. Est-ce que vous n'avez pas peur un peu d'être, par Non, exemple, non. derrière la France insoumise ou derrière les écologistes? Non. Alors d'abord, on n'est pas en compétition. Enfin, c'est pas comme ça du tout. On ne mesure pas Ouais. combien on en aura à la fin. C'est important Les pour élus vous, financièrement en communistes, plus. Oui. Financièrement. Mais pas que. Oui, parce que les élus communistes, eux, reversent une part de leurs émoluments. Pas les autres. Ce sont les seuls élus en France qui, quand ils sont élus, ne s'enrichissent pas et qui reversent une part de leurs émoluments. Bien. Pour nous, cette élection municipale est une élection majeure parce que nous sommes implantés dans de très nombreuses villes. Il y a 651 communes avec un maire communiste. Et le double, le triple de communes où nous sommes présents, ou dans la majorité ou dans l'opposition. Nous faisons ça avec cœur, de manière dévouée, intègre et honnête. Les élus communistes sont reconnus là où ils sont élus, comme étant des gens... Vous êtes confiant? Voilà. Donc oui, je suis confiant. Oui, je suis confiant parce que là où nous sommes élus, nous sommes toujours reconnus pour notre travail. Et ensuite, nous avons des programmes où nous mettons en avant le besoin de proximité, de services D'accord, publics, de d'accord. défis écologiques, les transports gratuits, Fabien par Roussel. exemple. C'est quelque chose qui monte très très fort et que nous portons. Pour des raisons évidemment idéologiques, pour des raisons financières et pour des raisons sénatoriales, puisque comme chacun sait, les maires et leurs adjoints sont appelés à voter pour les élections sénatoriales. Vous avez 16 sénateurs aujourd'hui, vous n'avez pas peur, un groupe sénatorial c'est 10. Est-ce que vous n'avez pas peur, si jamais ça se présente mal, tout ça, que votre groupe fonde comme neige au soleil au Sénat? Non, ça fait plusieurs fois que vous me demandez si j'ai peur. Je dis pas avec la peur au ventre. Oui. On est des militants, on mène un combat. Dans une ville, c'est un combat local pour les enjeux locaux. Et nous ferons tout. Vous savez, quand nous avons des sénateurs, justement, notre force, et j'ai mené la dernière campagne des sénatoriales dans le Nord, nous faisons beaucoup plus de voix que le nombre d'élus communistes que nous avons. Vous savez ça? À chaque fois, nous arrivons à faire au moins un tiers de plus de voix. Ça veut dire qu'il y a des élus républicains, sans étiquette, qui votent pour nous car nous sommes des bons Il reste défenseurs une minute, des communes de France, D'accord. de la Il reste ruralité, une dernière comme des question, métropoles. Aïe. Est-ce que vous serez présent en 2022 à l'élection présidentielle? 2022, si je ne suis pas atteint par l'épidémie, pourquoi voudrez-vous que je ne sois pas présent où? Non, mais À à la l'élection présidentielle, présidentielle. est-ce que c'est À vous l'élection Est-ce que Vous vous aviez serez très le bien candidat compris. communiste de la présidentielle en Vous 2022? aviez très bien compris. Cette question, elle sera débattue par les communistes et décidée de notre choix quand le moment Par sera le venu. centralisme démocratique. Rapidement, nous sommes un parti démocratique, chez nous ça s'exerce, il n'y aura pas de 49-3 pour imposer la décision. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce pays, pour redonner de l'espoir à gauche, pour retrouver une gauche authentique et sincère, il faut un parti communiste fort et influent. Et ça, c'est le combat Donc que je de- veux mener. de tradition. Et il se mènera sur plusieurs années. De tradition, c'est le secrétaire national du Parti communiste. Avant, c'était le secrétaire général qui va au combat. Et on verra ça se décidera ensemble et en temps voulu. Pour l'instant, vous n'êtes pas candidat à 2022. Pour l'instant, je me bats pour que le Parti communiste français retrouve ses couleurs et défende ses idées, Bien. et notamment à chaque élection. Donc, Merci Yves Merci. et à Merci lundi beaucoup. prochain. Et à lundi vous êtes prochain, là. C'est bien la sûr. fin de votre audition publique, Fabien Roussel. Merci d'avoir accepté de débattre et de répondre à toutes les questions qui se sont posées là. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur Figaro Live ainsi que sur les comptes Twitter de LCP Public Sénat. Et Audition Publique revient en direct lundi prochain, 19h.